Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau cas qu'on va vous présenter. Nous avons le plaisir d'accueillir Christian Banton, donc dirigeant de l'entreprise Taranis Transport. Bonjour Christian. Bonjour Aurélie. Et donc, nous aurons aussi un regard d'expert en fin de séance avec Yann Josse, qui est coordinateur du Collège des directeurs du développement durable. Bonjour Yann. C'est ça, bonjour Aurélie. Christian, vous êtes dirigeant d'une PME locale qui s'appelle Taranis Transport. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité déjà en quelques mots ? Bonjour à tous. Alors, Taranis Transport, c'est une PME d'une cinquantaine de salariés qui effectue du transport de marchandises générales. On a 30 poids lourds et 5 véhicules légers. Et on travaille essentiellement au départ de Rennes sur des livraisons pour des logisticiens. On met à disposition donc conducteurs et camions de ces logisticiens. Donc j'ai dit 50 salariés. En France, donc, il y a 47 000 entreprises de transport qui généralement font à peu près 10 salariés de moyenne. Donc on est plutôt dans la première moitié des entreprises de transport, sans être un géant. Et en termes de chiffre d'affaires, on fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Voilà les grands chiffres de Taranis Transport. Merci beaucoup. Alors, vous avez fait un choix fort récemment, c'est-à-dire que vous avez choisi d'avoir 2 nouveaux véhicules à gaz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Comment c'est arrivé ? Alors, Taranis Transport, c'est une entreprise que j'ai rachetée donc, il y a 3 ans. Et quand on rachète une entreprise, on essaye en premier lieu de développer le chiffre d'affaires, la clientèle. Et j'ai opté donc, pour des véhicules à gaz, je dirais par le petit bout de la lorgnette de la transition énergétique, en répondant à un appel d'offres d'un client, où je me suis rendu compte, sur les conseils d'un vendeur poids lourd, que je pouvais être plus performant économiquement sur ces activités, sur l'activité que me proposait ce client, et que j'avais donc un gain économique à générer. Et c'est ce qui a débuté donc mon intérêt pour la transition énergétique et l'utilisation de véhicules à nouvelles énergies. Donc on a intégré depuis 1 an 2 véhicules à gaz, un qui utilise la technologie du gaz naturel compressé, GNC, et un autre, le gaz naturel liquéfié. Et en février prochain, on aura un 3e véhicule GNC qui va intégrer la flotte, ce qui fait qu'à l'horizon début 2021, on aura 10% de notre flotte qui fonctionnera à autre chose qu'au gasoil traditionnel. Alors, on voit que ça bouge beaucoup au niveau des collectivités, des villes. A priori, il y a de plus en plus de zones à faible émission. Pour vous, c'est un choix stratégique pour l'entreprise et en phase avec les besoins environnementaux. Comment ça s'est passé chez vous au niveau des équipes pour pouvoir aller vers cette dynamique-là ? Donc, au cours de cette mise en place de ces véhicules et de cette analyse, effectivement, la transition énergétique devient un choix stratégique pour une entreprise de transport. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de l'intérêt économique, de la rentabilité que je pouvais trouver sur ce type d'activité. Mais effectivement, à l'horizon de prochaines années, il y a tout un tas de paramètres qui obligent les entreprises de transport à s'orienter vers ces nouvelles technologies. Il y a de plus en plus de zones à faible émission qui vont se mettre en place.
obligeant donc, des véhicules à la vignette, ce qu'on appelle la vignette critère 1, à être utilisés pour pouvoir rentrer dans ces zones. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est une étape qui va arriver en 2024, qui est déjà en vigueur sur des métropoles comme Paris ou Grenoble, mais qui demain concernera toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants. Donc, il y a comment dire, un poids, pas un poids, un tableau législatif assez fort qui nous encourage à aller dans ce sens-là, à l'horizon donc de 2-3 ans. À l'horizon 2030, il y a d'autres impératifs qui se donnent à nous. L'Europe indique qu'il faut réduire donc, les émissions de CO2 de 55% d'une façon générale par rapport à 90. Pour le secteur des transports, c'est 30% de gains d'émissions de CO2. Et à un peu plus longue échéance, en 2050, c'est la neutralité carbone qui est demandée à l'ensemble des acteurs économiques. C'est des échéances qui peuvent paraître un peu lointaines, mais si aujourd'hui, par exemple, j'achète un véhicule, il m'est livré dans 1 an, je le finance sur 5 ans, ce qui fait que aujourd'hui, je dois décider d'investissements qui seront utilisés dans 6 ans, à la limite de la barrière des années de 2030, où il aura fallu faire des gains d'émissions de CO2. Donc c'est un choix stratégique que de regarder en permanence ce qui se fait sur le marché et de prendre les options qui paraissent le plus intéressant. Très bien. Et donc là, vous avez 1 an de recul à peu près avec cette nouvelle flotte. Comment ça se passe au niveau de l'impact business? Parce que ce type d'investissements sont quand même plus importants que des véhicules classiques. Qu'est-ce que vous en pensez avec le recul? Comment vous êtes organisé pour la partie business de l'entreprise? Alors, c'est des investissements plus importants que des véhicules traditionnels. Pour donner une comparaison, un véhicule gasoil, c'est 90 000 €. Un véhicule gaz, on passe à un budget de 120 130 000 €. En échange, face à ça, on achète du gaz significativement moins cher. On passe de 1,20 € le litre à 0,85 0,90 le kilo de gaz. Donc, le tout est d'arriver à trouver des exploitations qui permettent d'optimiser ces deux paramètres, un faible coût d'utilisation et un coût important d'investissement. Dans mon cas, j'ai pu mettre ça en place parce que mon entreprise a une certaine taille, donc une trentaine de véhicules, et j'arrive sur ces 30 véhicules à trouver des clients et des lignes qui me permettent d'utiliser jour et nuit le camion. Les 3 véhicules que j'aurai rouleront la nuit sur des liaisons interrégionaux et en journée en distribution locale. Et l'objectif depuis 1 an, les véhicules sont sur des rythmes, j'ai regardé ça tout à l'heure, entre 140 000 et 180 000 km par an. C'est le rythme d'activité de ces véhicules. À cette condition-là, de faire surrouler les véhicules, j'arrive à trouver un équilibre purement économique. Parce que moi, dans mon cas, ce n'est pas les clients qui m'ont demandé de passer sur cette technologie-là. C'est moi qui ai trouvé un équilibre économique en les utilisant de cette façon-là. Très bien. Et vous sentez qu'il y a une évolution assez forte
Comment, au niveau des salariés, comment ça a été accueilli dans l'entreprise? Oh bah, les conducteurs sont contents quand ils ont un nouveau camion, ça, voilà, que c'est un nouveau véhicule moderne qui roule. Après, c'est des technologies qui modifient le quotidien et l'exploitation d'une entreprise de transport. Ça la modifie tout d'abord parce qu'il faut une station de gaz pour faire le plein. Premier paramètre. Ça ne peut donc, en plus de faire surrouler les véhicules, il faut un maillage adapté de stations de rechargement de gaz. Deuxième paramètre, c'est l'autonomie. Les véhicules à gaz sont limités en autonomie. Un véhicule gasoil, c'est des milliers de kilomètres d'autonomie. Un véhicule à gaz, en GNC, raisonnablement, c'est entre 450 et 500 km. En GNL, c'est 1500, 1600 km. Ce qui veut dire que là aussi, il faut des liaisons adaptées qui permettent de faire un aller-retour tout en pouvant recharger le véhicule. Donc concrètement, moi par exemple, je fais du Rennes-Nantes-Niort chaque nuit en GNL. Et puis, je fais du Rennes-Tours en GNC. Donc, c'est la contrainte de ces véhicules-là. Je ne peux pas, par exemple, faire l'aller-retour Rennes-Brest dans la journée sans rechargement. Il y a encore 100 km de trajet de trop pour pouvoir les exploiter de façon prudente avec ces technologies-là. D'accord. Et pour des participants là, qui seraient intéressés, comment ça se passe pour recharger un véhicule en gaz? Où est-ce que vous allez? Comment c'est organisé? Alors, sur le bassin rennais, il y a 4 ou 5 stations qui existent, avec lesquelles donc, on négocie des contrats d'approvisionnement. D'un point de vue opérationnel, comme c'est du gaz, les opérations sont, on va dire, plus sécurisées, plus méticuleuses que le gasoil. Donc le conducteur, selon les technologies, doit brancher des pistolets de chargement, des évents, des prises à la terre. Effectivement, l'utilisation est un petit peu plus délicate que nos habituelles pompes gasoil. Voilà. Mais ça se fait bien une fois qu'on a réorganisé un peu les cycles, les flux, etc. Après, ça se fait sans difficulté. Ok. D'un point de vue technique, ces véhicules-là, quand ils roulent, il n'y a aucune différence par rapport à un véhicule traditionnel. D'ailleurs, les véhicules que l'on utilise, c'est simplement la version gaz de véhicules qui sont vendus sous le fonctionnement gasoil pour la majorité d'entre eux. Et donc, d'après vous, pour toutes ces structures qui sont dans les transports, est-ce que c'est devenu une nécessité de travailler sur de nouvelles énergies, de penser à justement horizon 6-10 ans? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, à mon sens, c'est absolument une nécessité de s'interroger sur chaque investissement réalisé, sur quelle technologie on va utiliser. J'ai parlé tout à l'heure d'un différentiel entre le prix du litre de gasoil et le kilo de gaz d'à peu près 35 à 35 centimes. C'était encore le cas en septembre. Cette différence est suffisante pour donner de la rentabilité ou non à certaines activités. Et ce que j'imagine potentiellement à faire sortir certaines technologies de certaines liaisons. Donc je pense qu'on s'oriente vers des marchés où les activités de transport seront
peut être segmenté par technologie. On peut imaginer l'électrique demain pour de l'urbain, des utilisations de camions au gaz pour des distances moyennes. Ça peut être tout à fait possible. C'est stratégique aussi parce que pour les entreprises de transport, ça nécessite, ça modifie les investissements. On passe donc de 90 000 à 120 130 000 euros le camion. Il est évident que ça demande un effort de financement significatif pour les entreprises, que si demain toute une flotte doit être transférée sur ces technologies-là, ça modifie les demandes de financement des entreprises de transport. C'est stratégique aussi parce que le marché, par exemple, du gaz que j'utilise est un marché différent du marché du gasoil. Autant entre un gros transporteur et un petit, quand il fonctionne au gasoil, l'écart d'achat du gasoil n'est que de quelques centimes entre une petite entreprise et une grosse entreprise. Autant les coûts d'achat du kilo de gaz pour une entreprise de transport, selon qu'elle en achète quelques milliers de kilos et des centaines de milliers de kilos, l'écart va de 30 à 40 centimes sur les quantités achetées. Donc c'est un nouvel élément qui arrive et qui oblige les entreprises, à mon sens, à s'investir de façon importante ou non dans ces technologies-là. Donc aujourd'hui, vous devez faire des paris sur l'énergie qui sera utilisée dans 5-6 ans. Oui, c'est toute la difficulté, en sachant que la durée de financement d'un véhicule, c'est 5 ans. Le délai de fabrication, dans certains cas, actuellement, c'est 1 an. Donc, il y a sur tout investissement la question de savoir, dans 5 ans, est-ce que mon véhicule sera encore utilisable, à quelles conditions économiques, sur quelle liaison, dans quelle zone. Il y a potentiellement un risque, comment dire, de disposer de matériel qui ne soit pas performant à un horizon assez court, en fait, finalement. Oui, un horizon court. Et donc, on peut se demander si les entreprises de transport qui ne font pas ce choix-là, comme vous le faites aujourd'hui, ne risquent pas d'être en danger dans quelques années s'ils ne prennent pas le virage, finalement, de nouvelles énergies. C'est un risque. C'est un risque. C'est une question que je me pose aussi. Je n'ai pas forcément la réponse. Quand on regarde ce qui se fait, les coûts liés à la transition énergétique, il est absolument nécessaire pour une entreprise de transport de se poser cette question. On dit généralement qu'une entreprise de transport fait 3% de son chiffre d'affaires comme résultat. Je fais 4 millions de chiffre d'affaires. En théorie, je dois faire un résultat de 120 000 euros. Et j'émets à peu près 2000 tonnes de CO2 par an. Hier, la tonne de CO2 elle était à 60 euros. Donc, si on me demandait, par exemple, de compenser dans le futur mes émissions, il n'y a plus de rentabilité. Donc, je pense qu'il est absolument stratégique pour une entreprise de transport de se poser cette question. Alors, actuellement, on ne demande pas aux entreprises de transport de compenser ces émissions. Mais en sachant donc que les entreprises de transport participent aux émissions de façon significative aux émissions de gaz à effet de serre, fatalement, on va être concerné et de plus en plus concerné dans les années qui viennent. Et les enjeux économiques,
que j'ai chiffré là, par le mécanisme de compensation, nécessite de prendre ça en compte et je pense assez rapidement. C'est très clair, c'est très précis avec les chiffres en plus. Merci beaucoup. Et juste une dernière question. Est-ce que vous pensez à d'autres types d'énergie aujourd'hui? Est-ce que vous avez d'autres pistes qui vous semblent intéressantes? Alors, pour le moment, dans les énergies qui peuvent être utilisées de façon immédiate, en dehors du gaz, il y a tous les biogasoils, aussi bien issus de l'agriculture animale que végétale. Moi, je n'ai pas fait ce choix-là parce que généralement, ça demande d'avoir une cuve privative sur son site pour pouvoir être livré. C'est des produits qui ne sont pas en distribution sur des stations ouvertes au public. Et moi, techniquement, donc j'ai pas la place de mettre une cuve, donc je me suis pas orienté vers cet aspect-là. Mais c'est une solution qui fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui apparaissent également les premiers camions électriques qui commencent à avoir des autonomies suffisantes pour faire de la distribution. On parle de 300-400 km. Mais là, on est sur des investissements qui sont hors de ma portée. On parle de véhicules de 200 000 à 300 000 euros à comparer avec un véhicule gasoil à 90 000. Moi, quand je vends une prestation de transport 100 euros, en quelques chiffres, j'ai 30 euros, c'est de la main-d'œuvre, 30 euros, c'est de l'énergie, 30 euros, c'est du matériel, et 10%, c'est les frais de structure. Si je remplace mon matériel qui vaut actuellement 30 par 3 fois plus, je ne peux plus maintenir mes prix, mon niveau de prix, même si l'énergie est gratuite. Il me faudrait de l'énergie à un coût négatif. Ce serait quand même rare. Donc, pour moi, l'énergie électrique, pour moi, je n'ai pas pu la mettre en place. Peut-être que je la mettrai en place uniquement si un client m'aide et me donne la sécurité pour pouvoir utiliser cette technologie-là. Voilà. Et dans plusieurs années, va probablement arriver les véhicules à hydrogène. Voilà. En somme, on est Taranis Transport avec nos 3 camions. Le gaz est une énergie probablement de transition. C'est très probablement que dans 5-6 ans, je serai amené de nouveau à changer de technologie, peut-être pour de l'hydrogène. Voilà. C'est aussi pour ça que les entreprises ont un intérêt à approcher ces marchés et à regarder ce qui s'y passe, parce qu'il y a des évolutions techniques importantes qui se produisent. On retrouve de l'hydrogène un peu partout en ce moment et il commence à y avoir des tests aussi sur des camions à ce stade? Oui, mais c'est embryonnaire pour le moment. Oui. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Yann, donc, vous êtes coordinateur au Collège des directeurs du développement durable. Vous êtes là pour nous apporter un regard extérieur, un regard expert. Qu'est-ce que vous pensez de ce cas-là? Je pense, bonjour à tous. Je loue déjà la transparence de Christian. Merci pour ces chiffres, merci pour cette réalité de votre quotidien de transporteur. C'est pas évident. Et on voit là, ce matin, on a eu un témoignage de 2 dirigeants qui a la RSE chevillée au corps, qui a fait du développement durable son cheval de bataille.
Je pense que c'est bien d'avoir aussi le témoignage d'un chef d'entreprise qui va de manière rationnelle. Et merci Christian d'avoir partagé tout cela. C'est pas évident hein, d'avoir les taux, voilà, tout ce que vous avez évoqué en termes de chiffre d'affaires, de ce qui vous reste dans la poche, de ce que vous devez investir. Donc merci pour ces témoignages. Alors, moi, mon rôle, c'est de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça. Et vous avez été tellement précis que j'ai plus grand-chose à dire. Si ce n'est peut-être de rappeler que les transports, ça reste un secteur clé pour la transition hein, et le développement durable. Alors, comme vous le savez, on a un mix énergétique qui est particulièrement décarboné. Alors, en raison, à cause ou grâce à l'énergie nucléaire, ça je laisse à chacun le choix de mettre le terme qu'il souhaite devant. Et donc, les transports arrivent comme le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre en France. Dans les autres pays, généralement, c'est l'énergie qui est très carbonée. En France, ce sont les transports qui arrivent en tête et le transport de marchandises, en tout cas le transport par camion poids lourd. Vous me corrigez, Christian, mais c'est, je crois, 25% de ces émissions. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est 25% des émissions pour les poids lourds et 25% pour les véhicules légers, les camionnettes. C'est ça. Et le transport routier prédomine quand même très largement hein, le transport de marchandises, puisqu'on doit être à peu près à 90% pratiquement du marché pour le transport routier, 7-8% ou 6-7% pour le ferroviaire et 3% pour le fluvial. Voilà, donc là, on voit bien que l'enjeu, c'est de décarboner le transport routier. Alors, oui, une précision, j'ai beaucoup parlé de carbone parce que j'ai aussi des fonctions de manager dans une boîte qui s'appelle EcoAct et qui travaille sur les stratégies climat-carbone. Donc, je suis désolé, c'est mon logiciel qui est un petit peu formaté. Alors, vous l'avez dit, hein, aujourd'hui, vous avez une réglementation qui touche la pollution réalisée par les camions, parce qu'on tape beaucoup sur le transport. Hein, c'est vrai que beaucoup d'externalités négatives, les accidents, la pollution atmosphérique, le CO2, la congestion dans les villes. Donc c'est vrai qu'on vous tape souvent dessus, mais enfin, sans transport routier, on n'aurait rien dans nos supermarchés, il faut quand même le rappeler. Ben, exactement. En fait, le transport se développe. Il se développe parce que le transport routier se développe parce qu'on transporte de plus en plus, l'économie est de plus en plus mondialisée. Donc, une voiture est un assemblage de pièces auto réalisées et transportées depuis les quatre coins de l'Europe. Le e-commerce développe, est un appel d'air significatif pour le transport, ce qui fait que la part des émissions du transport est croissante depuis 1994. En fait, on était à 25% des émissions. Aujourd'hui, on est à 31%. Pas parce que le transport routier est moins efficace, mais parce qu'il y en a de plus en plus. Alors justement, hein, je crois que les efforts réalisés en termes, alors pas seulement sur le transport routier, mais aussi sur les voitures, les efforts en termes de réduction des émissions de CO2 ont été compensés par la hausse du trafic. Donc c'est à peu près pareil dans le transport routier. Alors néanmoins, il y a quand même une décision européenne hein, qui a été adoptée l'an dernier, ou il y a 2 ans, qui va vous fixer aussi des objectifs de réduction des émissions de CO2. Donc là, vous avez cité tout à l'heure les objectifs de réduction au niveau national, hein, avec la neutralité carbone d'ici 2050. Vous, c'est moins 15% d'ici 2025 et moins 30% d'ici 2030. Alors, voilà pour un rapide rappel des enjeux. Vous avez fait le choix de GNL et de GNC, et je trouve que vous avez utilisé le terme juste, c'est une énergie de transition. Parce que ça reste une énergie d'origine fossile. Et donc, on sait qu'on doit se désintoxiquer de ces énergies fossiles. Et donc, le GN, de manière générale, le gaz naturel pour véhicule, hein, c'est quand même 94% de méthane. L'intérêt, c'est qu'il n'émet ni fumée noire, il y a moins de particules fines émises. Et en termes de CO2, on est à moins 25% à peu près, par rapport au diesel. Exactement, on est à moins 25% de CO2 par rapport au diesel. On descend encore quand on utilise du biométhane. Donc quand on est sur du bio-GNV, quand on est sûr de l'origine du gaz que l'on utilise, puisqu'il y a de plus en plus de gaz qui viennent de la méthanisation. C'est une énergie qui fait moins de bruit,
aussi pour les livraisons en zone urbaine. On divise à peu près par deux le bruit moteur. Effectivement, on fait moins de particules fines, aussi d'émissions de particules fines. Mais à l'origine, bien souvent, il reste encore une énergie fossile. Et ce ne serait qu'une énergie donc, de transition. De transition. Là, on est d'accord. Hein, le GNV, hein, effectivement, ce gaz naturel, il est aujourd'hui puisé. Vous avez parlé de bio-GNV, vous avez parlé de méthanisation. Là, effectivement, voilà, c'est ce que peut produire des déchets rassemblés. Et on va capter effectivement ce méthane issu de la putréfaction des déchets pour pouvoir après le réutiliser. Et j'ai trouvé un chiffre, on devrait avoir peut-être 20% du GNV qui serait du bio-GNV d'ici 2 ans, d'ici 2023. Donc on peut imaginer, alors vous nous avez parlé du problème des cuves, mais on peut imaginer voilà, que le service d'approvisionnement s'améliore et que vous puissiez bientôt mettre du bio-GNV dans les réservoirs de vos camions. Alors, je voudrais maintenant peut-être élargir un peu le sujet. Vous avez parlé de ce choix technologique, c'en est un. Il reste que le développement durable, la RSE, dont on parle aujourd'hui. Ce n'est pas seulement des choix technologiques. Et là, il y a un certain nombre d'enjeux dans le domaine du transport routier. Hein. On en a entendu parler d'ailleurs ce matin avec Déborah Gohard de l'entreprise M-Extend, hein, membre du C3D Bretagne, si je peux me permettre. Déborah a parlé de la réduction des emballages recyclables, palettes, films plastiques. Ça aussi, c'est un enjeu pour le transport routier. Réduction des parcours à vide. Hein, voilà, je pense que vous cherchez aussi à éviter de mettre des camions à vide sur les routes, mais parfois, ce n'est pas évident. Hein, sur des trafics pendulaires comme celui-ci, c'est compliqué. Réduire les émissions de gestes via l'éco-conduite. Il y a aujourd'hui des formations dédiées au transport routier. Je sais que vous voulez me répondre, Christian, mais je vais finir ma liste d'abord. Mais on en a déjà un petit peu parlé. Je sais que voilà, c'est des choses que vous avez en tête. Sensibilisation aux accidents du travail. Il y a une charte objectif CO2 qui a été créée par l'ADEME. Tout cela, voilà, ce sont des bonnes pratiques de développement durable pour l'entreprise de transport. Et puis quand je vous entends parler de faire tourner effectivement les camions matin et soir, voilà, attention aussi à l'impact en termes de qualité de vie pour les chauffeurs, parce que je sais que vous avez des candidats pour le travail de nuit, mais néanmoins, voilà, c'est une donnée RH à prendre en compte. Je vais vous laisser la parole, parce que normalement, vous ne parlez pas pendant les avis d'experts, mais là, exceptionnellement, on va vous la laisser. Mais voilà, c'est un certain nombre d'éléments, et je sais, vous allez me dire que vous commencez à réfléchir à pas mal de sujets, et on voit bien que ce premier projet technique, eh bien, il a planté une petite graine chez vous, et que petit à petit, vous êtes en train de dérouler la pelote, et vous avez plein de projets qui sont finalement vachement plus responsables que vous ne pensiez il y a 2 ans. Tout à fait, exactement. C'est ce choix technologique a été pour moi la possibilité d'entamer une transition beaucoup plus importante pour mon entreprise et de m'appuyer sur en fait la RSE pour moderniser ma structure. Donc, point de vue matériel, mais aussi point de vue ressources humaines, parce que les véhicules ne se conduisent pas encore tout seuls, ils vont valoir de plus en plus cher, et quelque part, le conducteur va avoir de plus en plus de responsabilités à le piloter. Et la formation à l'éco-conduite, la formation geste et posture, ça c'est pour le déchargement des marchandises, mais impacte significativement les performances environnementales. Entre un conducteur formé et un conducteur, on va dire, pas sensibilisé à la consommation, il peut y avoir 10, 15, 20% de consommation en plus, ou non. Donc c'est le premier point. Après, effectivement, je voulais revenir aussi sur vos remarques. Le transport est le reflet de nos habitudes, de l'habitude de notre société. On fait rouler jour et nuit effectivement des véhicules parce que nous avons pris l'habitude de commander à 17h des marchandises pour être livrées le lendemain dans la journée. Et il n'y a pas de miracle, il faut que ça roule la nuit pour que ce soit fait.
Et on se développe beaucoup, on émet beaucoup de gaz à effet de serre, mais on transporte beaucoup de vide. On passe de multiples commandes sur Internet, donc on transporte beaucoup d'emballages, de polystyrène, et que l'un des effets peut-être les plus rapides et sans coût, pour réduire les émissions, ce serait de diminuer ces habitudes-là. Il y a un peu une folie de notre part à commander des petites quantités au lieu de passer des commandes groupées. On est drogué au flux tendu, hein, c'est ce que vous nous dites. Hein. Oui, tout à fait. Oui, le développement de mon entreprise s'appuie largement sur le e-commerce, ce qui génère effectivement des camions mal remplis parce qu'on ne sait jamais à l'avance ce qu'il va y avoir. Donc effectivement, il faudrait retrouver le goût d'une certaine lenteur dans nos achats et dans nos habitudes. C'est ce que disait le PDG de la Camille ce matin. N'oubliez pas que vous avez un pouvoir d'achat, et dans pouvoir d'achat, il y a pouvoir, et donc ça vous permet aussi d'agir sur les pratiques des entreprises. Je finirai, si tu me laisses une minute, Aurélie, sur cette veille technologique, puisque vous avez évoqué l'hydrogène. Donc effectivement, il y a un programme d'investissement d'avenir mené par l'ADEME pour développer un camion hybride électrique hydrogène pour faire du dernier kilomètre en électrique et faire de la longue distance en hydrogène. Donc c'est pour un 44 tonnes. Donc là, c'est pas de la petite messagerie, mais c'est du transport longue distance. Je ne citerai pas la marque, mais un constructeur coréen vient de livrer 50 camions à hydrogène, pareil, des poids lourds, en Suisse, donc ça commence à tourner en Suisse, donc on voit bien qu'on commence quand même des expérimentations à grande échelle. Une autre marque allemande vient de sortir son camion longue distance hydrogène avec 1000 km d'autonomie, donc on voit que là on peut faire Rennes-Brest. On ne va pas donner la marque, Christian, on ne va pas donner la marque. Mais oui, mais ça commence à venir. Ça commence à venir. Voilà, la difficulté, c'est dans le maillage des infrastructures, de pouvoir se recharger. On a vécu ça avec l'électrique, ça commence à être moins problématique, mais ça va être effectivement le cas. Mais on peut imaginer que plus la demande sera forte, plus et les infrastructures suivront. Donc je vais juste vous féliciter, Christian, pour vos choix de transition. Merci. Et je suis persuadé que ça fera partie de votre attractivité sur le marché demain, et de vous présenter comme un acteur qui a investi dans ces énergies de transition, qui est en train de mener une politique RSE approfondie dans son entreprise. Et je suis sûr que ça devrait vous amener de nouveaux clients demain. En tout cas, on peut vous applaudir et vous féliciter. J'espère. Merci. Merci à tous les deux. Alors, on a 5 minutes pour quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui ? Alors, je vais redire peut-être, puisque je ne suis pas sûre que tout le monde ait entendu. La question est, est-ce que vous avez gagné de nouveaux appels d'offres depuis que vous avez verdi la flotte de véhicules? Alors, depuis en fait cette année, dans tous les appels d'offres, maintenant, est apparue la colonne roulez-vous au gaz, à l'électrique, au biocarburant. Donc, il y a une demande. Maintenant, en toute transparence, dans le choix des donneurs d'ordre, la notion de prix est encore très importante. Toutefois, il y a quand même des clients, je fais une liaison Rennes-Tours la nuit, pour lequel le fait que je roule au gaz a conforté le client dans son choix, dans le choix de me faire confiance. Donc il y a une pression quand même de la part des clients qui commence à se mettre en place. Voilà, ça arrive. Depuis, en toute transparence, depuis 1 à 2 ans. Voilà, que ces colonnes dans les appels d'offres énergie verte apparaissent. Voilà.
Ça bouge. Est-ce qu'il y a une autre question avant de clôturer? Oui, monsieur? Alors, je vais vous répondre à travers ce que j'ai lu et écouté. A priori, du biogaz, il n'y en aurait pas pour tout le monde. Comme du biocarburant. C'est-à-dire que ce sont des énergies qui ne peuvent pas être utilisées, qui sont limitées en volume et qui ne peuvent pas être utilisées, être généralisées à tout le monde. Après, sur le biogaz, je m'interroge aussi également. C'est du gaz qui est issu de l'agriculture, notamment de l'élevage d'animaux. Élevage d'animaux dont on dit qu'ils sont aussi émetteurs peu respectueux de l'environnement. Et on nous dit aussi en parallèle que ce serait bien qu'on mange davantage de légumes que de viande. Donc je ne sais pas si, voilà, si le bilan est complètement positif. C'est toute la complexité des choix d'énergie, hein. Parce qu'on parle de biogaz, on parle d'hydrogène vert aussi, hein, s'il est issu d'hydrogène gris actuellement. Il est issu de la combustion, je crois, du GNC, enfin, oui, fait à partir entre autres de gaz. Donc c'est assez complexe. Peut-être juste un mot petit de mot la fin. de précision maintenant sur ce bio-GNV. Hein, effectivement, et là, on peut louer quand même un patron qui sait de quoi il parle, qui effectivement les volumes de bio-GNV, donc qu'on peut considérer comme énergie renouvelable, hein, en l'occurrence, ne permettra pas de couvrir tous les besoins du transport routier. Néanmoins, on sait que c'est l'addition de solutions, de petites solutions, les unes avec les autres, qui nous permettront de passer ces années un peu plus complexes. Et Christian a évoqué toutes ces transitions en cours, hein, transition effectivement peut-être dans nos méthodes agricoles, dans notre consommation, de ce qu'on va retrouver dans nos assiettes. Donc voilà, on va vivre dans un monde plus complexe où toutes ces transitions vont être à l'œuvre. Voilà, à nous de trier le bon grain de livret, mais le bio-GNV sera quand même néanmoins moins carboné que du gaz extrait effectivement de poches souterraines. Donc voilà, laissons sa chance au bio-GNV, espérons pouvoir en consommer un maximum et dans sa totalité. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci Christian pour ce partage. Merci. On n'a plus qu'à vous souhaiter bonne route. Écoutez, ouais, Vous pouvez les applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci.